Salut, salut, bonsoir les amis. Salut les amis, comment allez-vous? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Comment allez-vous les amis cette semaine? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Un peu de j'aime, un peu de cœur s'il vous plaît. Bonsoir Pedro. Salut, salut les amis. Ok, Y Corneille. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez comme il faut? Ok. Emeline. Ok, super. Bienvenue Emeline. Bienvenue à tous et à toutes. Les j'aime, un peu de j'aime s'il vous plaît, un peu de j'aime. Voilà. Ici, on est dédié à la culture africaine. Un peu de j'aime pour la culture africaine, un peu de j'aime pour la culture africaine, s'il vous plaît, les amis. Ouais, Corneille, il faut bien entretenir un peu de mystère. C'est ça qui fait la magie de la vie. Ok, les amis. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, je vais vous faire un petit résumé. Donc, on lisait le mythe créateur de l'ethnie Peul. Et donc, ici, c'est la malédiction de Njedo Dewal, donc la mère de la calamité. Et donc, dans la première partie, voilà, nous avons appris que dans les premiers temps, à l'époque des tout premiers ancêtres Peul, ils vivaient dans un pays qui s'appelait le pays de Eli et Yoyo. Et dans ce pays de Eli et Yoyo, en fait, à cette époque-là, tout était en abondance. Voilà, les gens n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient juste à se baisser pour ramasser des fruits et autres, se nourrir, personne ne s'insultait, le mensonge n'existait pas, les gens vivaient en harmonie, voilà, c'était la paix, vraiment c'était un monde idyllique. Jusqu'à ce que petit à petit, les hommes ont commencé à se pervertir et à être un peu trop arrogants par rapport à ce bonheur et ils ont commencé à commettre des actes déviants. Et donc quand leur dieu, le dieu des Peuls, a dit que a vu ça, il a dit ah là c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué avec différents éléments justement cette petite fille qui s'appelle Njedo Dewal. Et cette petite fille, en fait, possède des pouvoirs incroyables et est de nature, voilà, a une nature, bon, elle a un côté qu'on pourrait dire maléfique, mais en réalité, sa fonction même, c'est ça. Sa fonction même, c'est de perturber, puisque c'est dans ce cadre-là qu'elle a été envoyée par Dieu. Voilà. Donc, pour un petit résumé, et nous étions à la partie où en fait, donc c'était déjà la décadence dans le pays de Eli et Yoyo, et Njedo Dewal avait un peu pris le contrôle, et elle avait sept filles génies en fait, qui étaient extrêmement belles. Et tous les jeunes garçons Peul, vraiment convoitaient ces filles-là, mais à chaque fois qu'il y avait des prétendants qui se présentaient à ces filles, la fille disait, bon, ok, il n'y a pas de souci, on peut continuer, toi et moi, à une seule condition, que tu acceptes que je prenne de ton sang pour le donner à ma mère, parce que ma mère a besoin de sang. Donc leur mère, Njedo Dewal avait besoin de sang humain pour se nourrir et entretenir ses pouvoirs mystiques. Et donc, au final, personne ne mariait ces filles-là, puisque à chaque fois que les prétendants arrivaient, ils disaient oui, pas de problème. Normalement, c'est te donner un peu de mon sang. Mais au final, Njedo Dewal buvait tout leur sang. Voilà. Donc, à chaque fois, ils mouraient. Et donc, c'était vraiment l'inquiétude au pays de Eli et Yoyo devant ce nombre incroyable de jeunes hommes qui disparaissaient en allant demander la main des filles de Njedo Dewal. Donc nous en étions là, et donc nous allons continuer avec la suite, dont le titre est La grande quête de Bawamde, l'homme de bien. Un rêve annonciateur. Au village de Ayo, situé au pied de l'une des 7 montagnes de Eli et Yoyo, et dont le chef était Amadi Mana, vivait un homme très bon,
nommé Baba Wande, père du bonheur. On l'appelait Bawande. La plupart des habitants de la région de Ayo n'avaient pas péché, mais, sans conteste, le plus sage et le plus vertueux de tous était Bawende. Il ne comptait pas parmi les grands fortunés de Eli et Yoyo, mais il était cité comme un modèle de droiture. Jamais il n'avait trompé personne, jamais il n'avait quémandé. De nombreux pauvres venaient prendre crédit auprès de lui, mais jamais il ne réclamait son dû. Lui-même, pourtant, ne s'endettait pas, bien que très souvent, depuis la venue des grands malheurs, la petite famille eût passé la journée sans manger et se soit endormie sans souper. La compagnie de Bawende se nommait Weldo Oré, tête douce chanceuse. On l'appelait Weloré. Elle était encore plus patiente que son mari. D'aucuns disaient même plus amène et plus généreuse. Chaste comme une sainte, elle réunissait en elle les 4 qualités qui font qu'une femme est considérée comme parfaite et ne saurait être doublée d'une coépouse. Elle n'était pas envieuse et n'importunait jamais son mari. Une nuit, Weloré fit un songe. Elle rêva qu'elle mangeait un plat dont elle avait cuit le riz dans le soleil et la sauce dans la lune. Une fois le plat terminé, elle se vit accoucher d'un petit taurillon blanc comme le lait. Ce rêve l'ayant fort intriguée, elle parla à son père. Ce dernier s'en fut trouver le grand devin Aga Nutioro, qui avait à merveille interprété les songes. Il lui conta le rêve de sa fille. Aga Nutioro, après l'avoir bien écouté, s'accouda, le menton appuyé sur sa main droite, son visage s'épanouit. Il se mit à rire. Il rit longtemps, puis il dit au père de Weloré, « Ta femme, Weloré, mettra au monde 7 garçons et une fille, mais aucun des 7 garçons n'engendrera. Seule la fille concevra un enfant mâle qui sera un garçon prédestiné. » Avant sa conception, cet être mystérieux s'incarnera d'abord en une grande étoile. Chaque soir, cette étoile apparaîtra à l'est quand le soleil se couchera à l'ouest. Et chaque matin, elle disparaîtra à l'ouest au moment où le soleil se lèvera à l'est. Dès que ta fille sera enceinte, l'étoile apparaîtra plus ni au levant ni au couchant. Elle sera dans les entrailles de ta fille où elle s'incarnera en un garçon. Ce sera un garçon providentiel car son destin est de lutter âprement avec Djedo Dewal, la grande calamiteuse. Leur conflit durera 7 ans. Durant ces 7 années, le pays continuera de subir de grands malheurs, dont la frappée de Djedo Dewal en retenant les pluies bienfaitrices qui ne viennent plus revivifier les plantes et les pâturages, en empêchant les animaux de se reproduire, en tarissant les cours d'eau au point que le voyageur assoiffé ne trouve pas une seule gorgée d'eau pour se désaltérer ou faire boire sa monture. Mais après ces 7 années, la terre surchauffée par le souffle de Djedo Dewal, au point de brûler les talons, recouvrera sa fraîcheur. Les arbres cesseront de s'envoler à tout vent comme s'ils étaient pourvus d'ailes. Ils ne voltigeront plus pour aller tout à coup s'enfoncer sous la terre et s'y perdre. Par l'effet des sortilèges de la grande sorcière, chaque toiture de chaume à peine tissée hérisse dès le lendemain sa paille comme une toison de porc-épic, laissant le soleil brûlant envahir l'intérieur de la case. Mais les ombres qui avaient fui l'intérieur des demeures y reviendront et l'atmosphère y sera à nouveau respirable et reposante. Lorsque Djedo Dewal a enchanté le pays,
Elle a enfermé de grands fétiches peuls, source de ses pouvoirs, dans une gourde métallique. Elle a incrusté cette gourde dans une pierre, enfoui dans la pierre un monticule de terre, puis placé ce monticule au milieu d'un îlot. Ensuite, elle a jeté de l'îlot au centre d'un immense lac salé qu'elle a animé de vagues furieuses plus hautes que des montagnes et qui rejettent au loin tous ceux qui tentent de s'approcher. Informé par son beau-père de la signification du songe, Bawamde, l'époux de Welore, s'en fut demander à Aganutiuru s'il existait un sacrifice propitiatoire propre à empêcher Njedo Dewal de faire avorter son épouse lorsque celle-ci sera enceinte. Aganutiuru dressa un thème géomantique qu'il examina avec soin. Les résultats des 16 maisons du thème concordaient. « Voici le sacrifice que tu dois faire, dit-il. Tu chercheras un mouton Kubunolu et tu le donneras en charité à un sourd muet borgne. » Bawamde fut quelque peu embarrassé, car il ignorait ce que pouvait être un tel mouton. « Je t'en prie, dit-il, sois bon. Explique-moi ce qu'est un mouton Kubunolu. » Le Kubunolu, répondit Aganutiuru, est un mouton dont la robe est blanche et dont les yeux sont de couleurs différentes, l'un brun, l'autre lacté. Est-ce la seule définition de ce mouton? Non, sa robe doit toujours être blanche ainsi que l'un de ses yeux, mais l'autre œil peut être soit brun ou soit rouge. Bawamde remercia chaleureusement Aganutiuru, puis rentra chez lui, joyeux comme un nouveau marié. S'étant muni d'une provision de cori, il se rendit au marché des moutons pour y chercher le Kubunolu, bien en chair et de belles teintes blanches. Il eut la chance de trouver très vite l'animal qu'il cherchait. Contrairement à l'usage, il paya sans marchander. Traînant derrière lui son Kubunolu, attaché à une corde, il se mit alors à la recherche d'un sourd muet borgne. Ce n'était certes pas un genre d'homme facile à trouver, mais quand les prières sont exaucées, les choses les plus rares peuvent venir à portée de main car le ciel y est pour quelque chose. Après quelques heures de déambulation à travers les rues et ruelles de la cité, Bawamde rencontra non pas un sourd muet borgne, mais un bossu borgne boiteux cagneux. Il le salua avec beaucoup de respect et lui dit « Mon frère, peux-tu me donner un renseignement? Pourquoi ne ris-tu pas de moi comme le font d'habitude ceux qui me rencontrent ?» s'étonna le bossu borgne boiteux cagneux. « Et pourquoi rire de toi? Parce que je suis mal bâti et que ma forme curieuse est, semble-t-il, hilarante. Ne me trouves-tu pas cocasse? N'y vois-tu pas une occasion d'épanouir ta rate? Pourquoi ne me persifles-tu pas comme les autres hommes? » Plus porté à la pitié qu'au rire, Bawamde, les larmes aux yeux, répondit « Mon frère, tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Et l'état qui est le tien, tu ne l'as pas acheté au marché. Celui qui rit de l'apparence d'une chose rit indirectement de celui qui l'a façonné. Pour ma part, je ne vois nullement en quoi un homme a tourné en ridicule, car tu es comme Guéno a voulu que tu sois. » Le bossu borgne boiteux et cagneux éclata d'un rire heureux et dit « Quel renseignement as-tu à me demander? Je cherche un sourd muet borgne. Pourquoi faire? Pour lui offrir ce mouton, Kakanutiuru m'a conseillé de lui donner à lui seul et à nul autre. Peux-tu me donner une noix de cola pour dégourdir mes dents et une pincée de tabac à priser pour dégager mes narines? Demanda l'infirme. Comme par hasard, Bawamde avait justement sur lui
un paquet de quelques noix de cola et une tabatière remplie d'almunjala, un tabac à briser finement moulu et aromatisé. Au lieu de n'offrir qu'une pincée de tabac et une seule noix de cola, Bawande donna toute la tabatière et le paquet entier de noix à l'infirme. Celui-ci ouvrit les yeux, la plus grosse des noix. Celui-ci ouvrit en deux la plus grosse des noix, dont chaque moitié suffisait à emplir sa bouche. Il prit l'une des moitiés, la mâcha à belles dents et tendit l'autre à Bawande, l'invitant à faire autant. Puis, la bouche pleine de cola, il se saisit de la main droite de Bawande et l'entraîna dans un coin. « Asseyons-nous là, lui dit-il. Quelle que soit la durée réduite de la position assise, elle est toujours préférable à la position debout. On s'y repose mieux. » Les deux hommes s'assirent à même le sol, l'un en face de l'autre. Le bossu borgne boiteux cagneux ouvrit alors la tabatière que venait de lui offrir Bawande. Entre le pouce et l'index, il prit une pincée de tabac qu'il aspira longuement des deux narines avec un sifflement caractéristique. Deux larmes coulèrent de ses yeux. Il les essuya d'un revers de la main gauche et dit « Ainsi, tu cherches un sourd muet borgne et tu n'as pas dédaigné de me questionner. L'as-tu fait parce que je suis moi-même bossu borgne boiteux cagneux ou pour un autre motif ?» Bawande répondit « Combien de fois n'est-il pas arrivé que l'on trouve une perle rare dans une petite mare, alors que l'on a cherché vainement dans un grand océan ?» Eh bien, Bawande, celui qui ne méprise pas de s'informer auprès de tout le monde est sûr de découvrir ce qu'il cherche. Ta bienveillance et ta considération m'ont obligé grandement. Aussi vais-je te dire où tu pourras trouver l'homme qui t'a été indiqué. Njedo Dewal, la calamiteuse mère de la misère et de la désolation, a construit une ville mystérieuse qu'elle a appelée Weli Weli. Tout doux, tout doux. Elle y retient mon frère jumeau Siré, car il détient un secret qui pourrait causer sa perte. Alors, de même que moi, Abdou, je suis bossu borgne boiteux cagneux, mon frère Siré, lui, est sourd, muet, borgne. Njedo Dewal le garde dans un vestibule où elle voulait nous emprisonner tous les deux, mais j'ai réussi à m'enfuir. Elle a mis mon frère au fer, et pour être sûre qu'il ne pourra s'échapper dans les rues de la ville, elle le laisse tout nu, sans boubou et sans pantalon. Ainsi nu et enchaîné, chaque jour il est fouetté à mort par les serviteurs de Njedo. C'est donc à Weli Weli que tu trouveras celui que tu cherches. Après avoir révélé à Bawande tous les secrets occultes se rapportant à son frère Siré, Abdou le bossu borgne boiteux cagneux sortit de l'une de ses poches un talisman. Porte-le à ton cou, dit-il. Il te permettra de te rendre sans dommage à Weli Weli. En route pour Weli Weli. Bawande remercia Abdou, comme il se devait, puis il rentra chez lui. Là, il se prépara au voyage le lendemain matin de bonne heure, son sac en bandoulière, tirant après lui le Kobu Nolu, qui quitta sa maison et prit le chemin de Weli Weli, où il était sûr de trouver Siré, le sourd muet borgne à qui il devait remettre son mouton. Bawande marcha. Il marcha depuis le matin jusqu'au moment où le soleil, parvenu au zénith, déversa sur la terre une chaleur si épuisante qu'elle obligeait tout voyageur à chercher un abri. Il alla se reposer sous l'ombre d'un arbre bien touffu. À peine y était-il depuis quelques instants qu'il vit s'approcher
un grand vol de sauterelles. Les bestioles envahirent la zone d'ombre et se mirent à danser autour de lui. Bawamde, Bawamde, scandait-elle. Où t'en vas-tu comme cela? Je m'en vais à Weli Weli, la cité mystérieuse de Njedo Dewal. Et que vas-tu chercher dans cette ville détestable et infernale, totalement dépourvue de femmes, sinon des 7 filles de Njedo la calamiteuse? Les puits de Weli Weli ruissellent de sang. Le sol y est aussi brûlant que du feu. Chaque jour, Njedo Dewal termine ses repas en buvant le sang des jouvenceaux. Bawamde répondit. J'y amène ce mouton Kobunolu que vous voyez pour l'offrir à Siré, le sourd-muet borgne, frère d'Abdou le bossu. Oui, Kobunolu sera le mouton de la délivrance de Siré, le sourd-muet borgne. Seul Siré et son frère Abdou tiennent tête à Njedo Dewal, car Siré détient le secret qui enlèvera toute efficacité au pouvoir de la sorcière et la privera des moyens qui lui ont permis de ravager Eli et Yo-Yo. Oui, par l'effet de ces sortilèges, les gens de Eli et Yo-Yo sont plongés dans une misère sans nom. Les enfants y ont cessé de courir et de gambader. Chacun est épuisé comme s'il avait passé la journée à transporter un pesant fardeau de bois mort. Les gens de Eli et Yo-Yo accomplissent sans répit un travail harassant et infructueux. Et, au retour, aucun d'eux ne trouve de repas qui l'attend à la maison. Njedo Dewal les place dans une situation comparable à celle d'un homme à qui l'on demanderait de pétrir de l'argile non mouillée. La doyenne des sauterelles s'écria « Ohé, Bawamde ! Nous avons été créés par Geno qui a réuni en nous les caractéristiques de plusieurs animaux. Laisse-nous te conter une chose. Un jour, nous avons pris notre vol, assemblés comme en un grand nuage. Nous nous sommes posés dans ton champ familial et dans ton lougan personnel, et y avons tout dévoré. Nous n'avons épargné les feuilles d'aucun arbre fruitier. Nous avons troué la terre de ton champ et y avons déposé nos œufs afin de pouvoir recommencer notre ravage l'année suivante. Or, malgré cela, le jour où tu as trouvé des enfants en train de malmener de petites sauterelles sans ailes, donc sans défense, tu as délivré nos rejetons. Cet acte de générosité dont tu as usé pour payer le mal que nous t'avions fait nous oblige aujourd'hui à te témoigner notre reconnaissance. Nous savons que tu vas à Weli Weli. Les risques de mort auxquels tu t'exposes ne sont pas minces. Aussi t'offrons-nous notre aide. Prends de nos excréments et garde-les précieusement dans ton sac. Un jour, ils pourront te servir à quelque chose. Bawamde suivit leurs recommandations et remplit un petit sachet d'excréments de sauterelles et le rangea dans son sac. Puis, il prit congé des ravageuses et continua sa route tirant son mouton derrière lui. Le deuxième jour de son voyage, Bawamde tomba sur un mariage de tortues. La population de la gente tortuesque était si nombreuse qu'on ne pouvait passer. La plus vieille des tortues s'adressa à lui. « Oh, homme au mouton, t'es-tu égaré ou as-tu perdu la tête? Quelle malchance t'a-t-elle poussé à venir là où personne ne doit accéder? Il est sûr et certain que ta mort est cuisinée à point. Sinon, tu ne serais pas là en ce jour. » Sur ce, une petite tortue qui était la fille du roi des tortues s'avança et dit à son père, « Oh papa,
Je prends Bawamdé sous ma garde et lui garantis la vie sauve. Un jour, cet homme m'a trouvé dans un fossé où je mourais de faim et de soif et d'où je ne pouvais sortir par mes propres moyens. Eh bien, il a interrompu son voyage, m'a sorti de la prison et transporté jusqu'à une mare qui communique avec notre fleuve. Là, il entra dans l'eau et me déposa à la profondeur voulue afin que je sois hors de portée des prédateurs éventuels. Le roi des tortues s'exclama. Ohé, tambourinaire, battez à grands coups bien cadencé mon hymne royal en l'honneur de Bawamdé. Bawamdé. Et tandis que s'élevaient joyeusement les cadences de l'hymne, le roi des tortues se saisit de la main de Bawamdé, la souleva bien haut et la secoua amicalement et s'écria « Loué sois-tu, Bawamdé, sauveur de mon enfant unique, héritière de la couronne. Nous savons que tu vas à Weli Weli, la cité de Njedo Dewal, la calamiteuse. Considère-toi comme allant vers des épreuves terribles, sinon vers une mort certaine. » Ayant dit, le roi se fit apporter un tesson de carapace de tortue contenant un peu de terre glaise. Il le tendit à Bawamdé. « Tiens, mets ceci dans ton sac, ne le perds pas, et veille à ce qu'il soit constamment à portée de ta main. Un jour où tu seras en difficulté, brise-le et jette-en les morceaux dans du feu. C'est un cadeau que nous te faisons en signe de reconnaissance pour ta bonté et ta générosité. » Bawamdé remercia grandement le roi des tortues. On lui ouvrit un chemin et il reprit sa marche vers Weli Weli, toujours accompagné de son mouton. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon. Bawamdé n'arrêta pas sa course pour autant. Il continua de marcher jusqu'au premier chant du coq. Alors, épuisé, tombant de sommeil, il s'écroula sur le sol. Était-ce un rêve? Était-ce la réalité? Il vit un grand attroupement de chiens tournant autour d'une termitière. Les chiens, le découvrant, se mirent à aboyer. Babine retroussée, croc à nu, ils se précipitèrent sur lui, prêts à le mettre en pièces. C'est alors qu'un gros chien de berger sortit de la troupe et s'écria « Ouf! Halte, mes frères! Ce voyageur se nomme Bawamdé, l'homme de bien et de charité. Un jour, il m'a trouvé réfugié dans un vestibule, malade à mourir, envahi de gales et de tigres voraces qui suçaient le peu de sang qui me restait et me rendaient la vie impossible. On m'avait chassé de partout. Personne n'aime un chien malade. Eh bien, Bawamdé, que voici, m'a recueilli, m'amena chez lui et me donna à manger. « Cache-toi sous mon grenier à mil, me dit-il. Je me réfugiai et tout le temps que j'y demeurais, il ne me laissa manquer de rien, ni de viande, ni de lait. Je mangeais à satiété et me reposais tout le temps. Bawamdé me soigna. Quand je fus guéri, il m'affecta à la garde de son troupeau, composé de moutons et de grands cabris. Ainsi, je pus me refaire santé et vigueur jusqu'au jour où l'envie me prit de revenir parmi vous. Même là, il n'opposa aucune difficulté à mon départ. Oh, Bawamdé, Bawamdé, sois donc le bienvenu au pays des chiens qui tourne autour de la termitière merveilleuse. Mon oncle, roi de mon peuple, viendra te saluer. » Sur ce, un vieux canidé malade et édenté, dont les yeux laissaient couler de grosses larmes, tandis qu'une longue bave pendait de sa gueule, s'avança tout en tremblant. Il lécha les mains et les pieds de Bawamdé et dit « Celui qui vient de parler est l'enfant de ma sœur.
Tu as été très bon pour lui. Je tiens à t'en remercier, car le paiement du bel agir ne doit être chez les braves gens que le bel agir. Je sais que tu vas à Weli Weli. Oui, Njedo Dewal la calamiteuse a bâti cette ville occulte qu'elle a nommée Weli Weli, alors qu'elle aurait pu l'appeler Eli Eli. Il faut savoir que Weli Weli veut dire tout doux et Eli Eli veut dire bristou bristou. Le vieux chien préleva les humeurs qu'il s'était coagulées au coin de ses yeux et les tendit à Bawemde. « Prends cela, lui dit-il, emporte-le vers Weli Weli. Tu te diriges, sans t'en douter, vers une mort certaine. Un jour où tu seras dans l'embarras et sans ressources, il se peut que tu aies à mettre dans, après l'avoir mélangé à de l'antimoine amer, la matière que je viens de te donner. » Et il ajouta au paquet un peu de poudre d'antimoine amer et de cendres provenant de la cuisine. Bawemde accepta le tout, avec reconnaissance. Il remercia chaleureusement le roi des chiens, puis il prit congé et continua son chemin. Après un certain temps, il déboucha inopinément sur une crapotière. Les anours, qui se rendaient à une foire, sautaient de tous côtés. Découvrant la présence de Bawemde, ils s'écrièrent « Que t'arrive-t-il, homme au mouton? Où t'en vas-tu comme cela? Est-ce la trame de tes jours qui a touché à sa fin? Sinon, il ne te viendrait jamais à l'idée d'aller à Weli Weli et surtout d'emprunter le chemin qui passe par chez nous. Tu vas payer de ta vie ton audace et ton outrecuidance. » Une jeune femelle crapaud s'approcha de Bawemde en sautillant. « Ne me reconnais-tu pas? » lui dit-elle. « Un jour tu m'as fait crédit d'un bienfait. C'est à mon tour de te payer. »« Je ne me souviens plus de t'avoir rencontré, fit Bawemde. »« Il est habituel que l'auteur d'un bienfait oublie sa bonne action, et cela est admissible, répliqua la jeune crapaude. Ce qui est condamnable et inqualifiable, c'est que le bénéfice de ce bienfait l'oublie. Tel n'est pas mon cas. Un jour où la chaleur était écrasante, mourant de soif, je fus mise au supplice. J'aperçus en effet posé à l'ombre d'un arbre un canari rempli d'eau fraîche. Pleine d'espoir, je m'en accrochai pour m'y désaltérer. Mais l'ouverture était trop haute et trop étroite pour moi. Chacun de mes bonds pour l'atteindre se terminait par une glissade. Je dégringolais, roulais, me renversais sur le dos, à ne plus pouvoir voir rien du tout. C'est alors que survint un gros gamin, sans doute le fils d'un propriétaire du Canari. Il me trouva épuisée, gisant à terre, presque morte. Je haletais comme un chien altéré. Le gros gamin se saisit de mes pattes, les attacha avec une corde et serra si fort que mes oreilles en bourdonnaient. Il souleva la corde à laquelle je me trouvais suspendue, la tête en bas, et se mit à courir en me balançant. Et croyez-moi, le balancement n'avait rien d'un bercement à faire s'endormir un bébé. C'était plutôt des secousses à faire vomir ses entrailles. Mon ventre s'emplit d'air à en éclater. Mes pieds entravés enflèrent. Le gamin se plaisait fort à me voir dans cet état misérable. C'est alors que Bawemde, que tu intervins. Tu es venu et tu m'as délivré. Tu me détachas et réprimanda le gamin, lui interdisant de récidiver. Je ne me souviens plus de ce que tu lui as donné pour mon rachat, mais je sais que tu lui as donné quelque chose. Ce que je ne puis oublier,
C'est l'action que tu as accomplie en ma faveur et qui m'a empêché de périr. La maman de la jeune crapaude sortit des rangs et Ka s'approcha de Bawemde. Elle vomit entre ses pieds une pierre blanche arrondie, de la grosseur d'un œuf d'oiseau mange-mille. Oh, bienfaiteur des bêtes et des bestioles, compatissant même pour les têtards des eaux fétides et des mares boueuses, dit-elle. Les animaux terrestres et aquatiques, les bêtes des cités et des forêts te sont reconnaissants, et tous les oiseaux des champs gazouillent tes louanges dans les branches des arbres de la haute Beauce. Oh, Bawemde, prends cette pierre et range-la dans ton sac. Elle te servira à quelque chose, en un jour difficile vers lequel tu t'avances sans t'en douter. Car aller à Weli Weli, c'est aller à la mort. Bawemde rangea la pierre dans son sac. L'adage veut, dit-il, que celui qui est reconnaissant ait autant de mérite, sinon davantage, que celui qui a fait le bien. Car l'ingratitude est le propre de l'homme. Puis, il remercia la mère Crapaud de sa bonté, salua tous les autres crapauds de l'assemblée et poursuivit son chemin. Il était encore bon matin. L'air était frais. Toujours tirant son mouton, Bawemde marcha de longues heures, profitant de la fraîcheur matinale. Le soleil était voilé par des nuages. Mais quand il se fut élevé dans le ciel à la hauteur des 4 hampes de grande lance, ses rayons ardents percèrent les nuages et répandirent une chaleur si torride qu'elle sembla immobiliser l'atmosphère. Plus le moindre souffle de vent, Bawemde se mit à transpirer abondamment. Malgré la chaleur qui l'étouffait, il avança encore, mais bien péniblement, car, de surcroît, le chemin devenait de plus en plus mauvais, tantôt ondulant, tantôt défoncé, tortueux, raboteux ou encaissé si étroitement qu'il se demandait comment passer avec son mouton. Pour comble de malheur, il aperçut au loin, à l'horizon oriental, un vaste amas de nuages semblables à des montagnes écrasées. Certains de ces nuages étaient blanchâtres, d'autres noirs indigo, d'autres teintés de bleu. Ils avançaient lentement comme des moutons qui paissent dans la plaine. Sans doute était-ce une tornade qui se préparait car Bawemde vit de grands éclairs illuminer l'espace. Le ciel allait ouvrir ses vannes pour inonder la terre. Subitement, le vent souffla. Il s'engouffra dans les feuillages et gonfla le boubou de Bawemde, ce qui ne facilitait guère sa marche. Pour avancer, il fut obligé de se pencher si fortement en avant qu'il paraissait prêt à tomber sur la face d'un moment à l'autre. Il inclinait la tête comme pour parer aux gifles de ces violentes bourrasques qui s'assénaient sur ses tempes. Tirant son mouton de la main droite, il se servait tant bien que mal de sa main gauche pour appliquer contre son corps les extrémités de son boubou et l'empêcher de se gonfler davantage. Bawemde leva les yeux pour regarder l'horizon. Des éclairs sinueux éclatèrent horizontalement entre 2 nuages, puis un grand éclair arborescent illumina la nuit. Assurément, un orage allait éclater. Ce n'était certes pas le moment, ni pour lui ni pour son mouton, de se faire tremper. Épuisé, ne pouvant continuer sa marche, tant son boubou gonflé d'air entravait ses pas, il se réfugia sous un arbre et se mit à prier. « Ô Guéno, empêche le ciel de pisser sur la terre.
Le vent soufflait toujours avec rage. L'arbre sous lequel était Bawemde L'arbre sous lequel Bawemde s'était réfugié se trouvait dans une dépression boisée épineux. Des oiseaux ébouriffés étaient rivés sur les branches tendres. Selon l'humeur des vents, celles-ci s'élevaient comme des vagues en furie, ou plongeaient dans le vide comme une embarcation qui chavire. À chaque plongée, le vent hérissait les plumes des oiseaux et déployait leur queue en éventail. La prière de Bawemde fut-elle entendue? Toujours est-il que la foudre rengaina ses flèches de feu qui menaçaient d'incendier la terre et le vent s'apaisa. Comme pour marquer sa sollicitude envers l'homme, au cœur empli de charité. Guéno ne voulut pas que Bawemde et son mouton fussent trempés. Le tonnerre s'assourdit et se réduisit en un écho lointain. Les vents chasseurs de pluie avaient éloigné l'orage. Les gros nuages sombres qui, un instant auparavant, obscurcissaient le ciel, s'éclaircirent comme une boisson coupée d'eau. Ils s'amincirent, s'étalèrent, se dispersèrent en ondulant à la manière de dunes sablonneuses. Les petits nuages les suivirent en se tortillant, plissant leur dos comme pour former un chemin onduleux. Bawemde quitta alors son abri et continua sa route avec son mouton vers Weli-Weli. À peine sorti du chemin encaissé et tortueux, il déboucha d'une manière inattendue dans une plaine encore plus difficile à franchir. C'était une immense étendue de sable très fin. Le marcheur s'y enfonçait jusqu'aux genoux. Au moindre souffle de vent, les grains de sable l'aveuglaient et mordillaient sa peau comme des milliers de fourmis ravageuses. Guéno, voulant et aidant Bawemde, après bien des efforts et des souffrances, réussit à franchir la zone meurtrière sablonneuse qui, avant lui, avait englouti plus d'un homme et plus d'une monture. Hélas, à peine en était-il sorti qu'il tomba sur un village de porc-épics, où, justement, siégeait un conseil du trône. Un conseil peu ordinaire à vrai dire. C'était plutôt un tribunal. Chose étrange, l'accusé était le roi lui-même. L'audience se tenait sur la place publique où tous les 7 ans avait lieu une grande foire. Toute la population avait été conviée à la séance. Le roi, amarré comme un fagot de bois et transporté comme un vulgaire cadavre d'animal, fut placé au milieu du cercle qui s'était formé afin d'y subir un interrogatoire préliminaire. Quel crime le roi avait-il donc commis pour être ainsi maltraité et déféré honteusement devant le tribunal de son peuple? Il avait ordonné un jour où il était de mauvaise humeur de tuer tous les singes qui peuplaient son royaume. Car, disait-il, c'étaient des étrangers indésirables, des parasites qui suçaient le pays et appauvrissait les natifs. Bawemde ne put en croire ses oreilles, et moins encore ses yeux. Un roi déféré devant le tribunal de son peuple, cela pouvait encore s'admettre. Mais y paraître attaché comme un fagot de bois mort, et en plus, à cause de singes, qui, de toute évidence, n'étaient en rien des porcs-épics, cela passait l'entendement. Mais les choses sont ce qu'elles sont, et il faut savoir s'y adapter. Si la coutume des temps est que les convives se frottent le ventre avant de prendre leur repas, celui qui ne se frottera pas le ventre avant de manger risque d'avoir une indigestion, et il ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Le griot des porcs-épics avait aperçu Bawemde. Il s'avança vers lui et dit: « Qui es-tu, toi qui n'es pas un porc-épic? Tu n'es pas de ce pays. D'où viens-tu? Et où vas-tu si étourdiment?
Je crois que tu as oublié ta raison quelque part et suspendu ta chance à une branche du bosquet de ton village. Sinon tu ne viendrais pas ici aujourd'hui. En effet, tout étranger qui voit ce que tu viens de voir doit périr à l'heure et à l'instant. Ô toi étranger et fils d'Adam, le roi que tu vois ainsi amarré n'en est pas moins encore roi. Il a pouvoir d'ordonner sur tout étranger, et cela jusqu'à sa destitution qui n'est pas encore prononcée. Or, il m'a ordonné de te flécher à mort. Avance, je vais te mener à notre lieu de supplice, et là, je hérisserai mes piquants et les laisserai sur toi, tous à la fois. Ils te transperceront et tu mourras. Bawemde prit docilement les devants. Le piqueur le suivit, le guidant de sa voix. Quand ils furent arrivés sur les lieux, le porc-épic se secoua énergiquement, et les aiguilles jaillirent comme des traits en direction du corps de Bawemde. Mais ô miracle, elles tombèrent toutes en deçà de son corps et se fichèrent en terre, formant une haie tout autour de lui. Qu'est-ce donc qui avait pu ainsi arrêter les flèches? Avait-elle ricoché sur un mystérieux bouclier, un bouclier qu'aucun œil ne pouvait voir? À l'instant même, un hérisson jaillit de l'invisible et dit « Ohé, porc-épic, si Bawemde avait péri, ce jour, par votre faute, vous seriez tous exterminés par une vilaine mort. » Le roi porc-épic, bien qu'attaché comme un fagot de bois, lui demanda « Qui est donc Bawemde? Quand et où l'as-tu connu ?» Le hérisson raconta « J'ai connu Bawemde un jour de grand malheur, un jour où je me suis trouvé bloqué au milieu d'un incendie de brousse. Le feu qui pétillait avec rage avançait rapidement vers moi. Les flammes dévoraient voracement tout ce qui se trouvait à leur portée. J'éprouvais une si grande peur et mon cœur battait si fort que mes pattes se paralysèrent comme si elles avaient enflé tout à coup. Bawemde, qui avait vu la scène, sauta par-dessus les flammes pour me rejoindre. Il me prit, me mit dans son sac et d'un chef s'élança au-dessus du feu pour sortir de la zone d'incendie. Puis, il alla me placer dans un trou. C'est en reconnaissance de ce bienfait que pour le protéger, mes frères, hérissons invisibles à vos yeux, se sont mis en cercle autour de lui. Chacun de nous a arrêté une des flèches lancées par votre bourreau et l'a fichée en terre. Quant à vous, porc-épic, vous connaissez le pouvoir magique qui est le nôtre, à nous les hérissons. Si vous ne réparez pas joliment votre faute, nous vous infligerons une punition bien plus sévère. Sur ce, un porc-épic borgne, aux membres à moitié brisés, avança péniblement, traînant son corps délabré. Il dressa son cou et vomit un fruit de Fuji. « Oh, Bawemde, dit-il, prends ce fruit et mets-le dans ton sac. » Puis, il s'adressa aux autres porc-épics. « Vous avez toujours eu une mauvaise opinion de moi. Chaque fois que je vous ai donné un conseil, vous avez refusé de m'écouter, me prenant pour un imbécile. Mais le fait d'être laid et d'avoir un corps difforme n'est en aucune façon une preuve d'imbécilité. Si c'était le cas, eh bien cet état extérieur ne saurait éteindre la bénédiction intérieure de Guéno, une fois qu'il l'a donnée. Oh, Bawemde, continua-t-il, consomme ce fruit dès que tu auras faim, puis garde-en les noyaux dans ton sac. Ils te seront utiles un jour de difficulté, et ce jour viendra pour toi un jour de difficulté, et ce jour viendra pour toi puisque tu vas à Weli-Weli. Oh! Bawemde remercia le hérisson et prit congé des porc-épics auxquels il pardonna gracieusement leurs mauvaises intentions.
Poursuivant son chemin, il arriva devant un fleuve. Celui-ci avait tellement grossi qu'il commençait à sortir de son lit et menaçait d'inonder une partie de la plaine. Déjà, il avait provoqué l'éboulement d'une partie de ses hautes berges, déraciné de nombreux arbres et noyé les broussailles. Sa haute crue avait presque avalé les bosquets des îlots qui n'étaient plus visibles qu'à moitié. Sous les coups répétés des vagues, une écume blanchissait les lèvres du fleuve, comme l'on voit parfois se couvrir d'une écume blanchâtre les lèvres desséchées d'un homme altéré qui a beaucoup parlé. À la vérité, ce fleuve était différent de tous les autres fleuves de la terre. C'était Gayo Bélé, le fleuve magique des Peuls. Il alimentait le grand lac et possédait par endroits d'immenses profondeurs. Chacune de ces poches d'eau contenait des variétés innombrables de poissons de toutes formes et de toutes tailles. Les gros poissons qui vivaient au plus profond des eaux se nourrissaient des poissons moyens qui les surplombaient. Ceux-ci, à leur tour, mangeaient les plus petits qui nageaient au-dessus d'eux. Pendant les périodes sans lune de la saison froide, ces petits poissons quittaient leur poche d'eau et remontaient le courant du fleuve. Leur voyage se poursuivait jusqu'à l'étang dit du Jujubier. Là, ils profitaient de la crue du fleuve et de l'inondation pour s'éparpiller dans la plaine, chaque femelle sachant très exactement où aller déposer sa ponte. Le retrait des eaux coïncidant avec l'éclosion des œufs, les jeunes poissons se trouvaient drainés vers le lit du fleuve. Ils redescendaient son cours en aval, se séparaient de leur maman et allaient vivre leur vie d'adulte, chacun se retirant dans l'une des 113 poches de Gayo Bélé, à l'exact niveau de profondeur qui était celui de son espèce. Bawemde entra dans le fleuve magique et entreprit de le traverser à la nage avec son mouton. Ngunda, le crocodile à queue écourtée, qui reposait non loin de là, aperçut le Kobunolu et son maître qui nageait vers la rive opposée. Tout heureux, le grand reptile aquatique, à l'épaisse cuirasse, crut avoir ainsi à portée de ses dents une provision de nourriture pour de nombreux jours. Serrant fortement les mâchoires, il redressa bien droit ce qui lui restait de queue et entra dans le fleuve. Son nez, qui pointait à la surface, fendant l'eau comme un couteau déchire une étoffe, de larges bandes blanches semblaient s'écarter après son passage. Il avançait rapidement, bien décidé à se saisir du mouton aux yeux multicolores ou de son imprudent propriétaire, ou même, pourquoi pas, les deux à la fois. Bawemde et son mouton nageaient tranquillement, ignorant le danger qui les menaçait. Au moment où ils atteignaient la berge, ils s'apprêtaient à sortir de l'eau. Le carnassier aquatique à la peau brune et aux dents en forme de scie les rejoignit. Il ouvrit toute grande la gueule. Bien que sa queue fût écourtée, il la recourba et la lança pour accrocher d'une seule prise Bawemde et son mouton. Après quoi, il ne lui resterait plus qu'à les entraîner dans les eaux profondes pour les y étouffer et les noyer. Si Ngunda le crocodile avait pu prévoir comment il allait se terminer la manœuvre, jamais il ne s'y serait lancé avec autant d'empressement et de décision. En effet, Ngambu l'hippopotame se trouvait justement posté à proximité. Et lorsque le caïman lança sa queue avec force, celle-ci, au lieu de happer Bawemde et son mouton, se trouva saisie au vol par les deux puissantes mâchoires de Ngambu. Le grand quadrupède amphibie des fleuves renferma d'un seul coup ces deux immenses pièces osseuses, fortes comme deux battants de fer, qui supportaient ses dents, poussa un terrible hennissement et tenant fermement sa proie, se hâta de regarder la terre ferme. Le pauvre crocodile était suspendu à sa queue comme un vulgaire fruit de baobab.
Sa queue faisait office de pédoncule. Bawemdé sortit de l'eau tout tremblant. Son mouton et lui venaient de l'échapper belle. Ngabou l'hippopotame balança le crocodile et le jeta le plus loin qu'il put. Le pauvre Ngouda, voltigeant comme une pierre éjectée par une fronde, fut arrêté dans son vol par un baobab planté à quelques mètres de là et resta accroché dans ses branches. En s'abattant sur l'arbre, il avait heurté l'un des fruits du baobab qui tomba à terre en tintant comme une cloche. Ngambou l'hippopotame s'écria « Oh, Bawemdé, ramasse le fruit qui vient de tomber et ouvre-le. » Bawemdé se précipita, prit le fruit et l'ouvrit avec une pierre. Le fruit ne contenait pas, comme à l'accoutumée, du pain de singe, mais ô merveille, il contenait un crâne. Oui, un crâne, celui-là même que Buyutoreng avait placé dans la case nombril de l'hexagramme et qui avait compté et vaticiné. Ngabou s'écria « Oh, Bawemdé, le bienheureux, si un autre fruit était tombé, c'aurait été le signe de ta mort. Prends ce crâne et mets-le dans ton sac, car il te servira un jour où tu seras dans l'embarras. Interroge-le et il te parlera comme il a parlé à ton ancêtre Buyutoreng et à son fils Eléré. »« Qu'ai-je fait ?» s'exclama Bawemdé, pour mériter d'échapper ainsi au grand danger qui me menaçait. Sans ton intervention, Ngabou, les dents pointues du carnassier à la peau brune ne m'auraient pas manqué. Ngabou, qui était en fait une maman hippopotame, répondit à sa question. Un jour, dit-elle, alors que j'allaitais un tout petit bébé, il m'est arrivé d'aller fourrager dans les rivières de ton village. Des chasseurs à l'affût se préparaient à me tuer, mais tu les en empêchas, leur rappelant qu'il est interdit par la coutume de tuer une femelle qui allaite, fût-ce une maman hippopotame. Tout à l'heure, ajouta-t-elle, je t'ai vu entrer dans le fleuve avec ton mouton, et je savais que le gourmand à la queue écourtée chercherait à te tuer. Aussi me suis-je posté au bon endroit, ce qui m'a permis de happer sa queue avant qu'elle ne se saisisse de toi ou de ton mouton. Bawemdé remercia chaleureusement Ngabou, la maman hippopotame, puis il ramassa le crâne, le mit dans son sac et reprit son chemin vers Wili Wili. Après une demi-journée de marche, il pénétra dans une plaine rocailleuse, où il vit ce qu'aucun œil n'avait jamais vu, ni aucune oreille jamais ouï compter. Dans cette plaine, les œufs d'araignée étaient en train d'écraser les cailloux. Dès qu'une pierre se trouvait touchée par un œuf, elle se réduisait en poudre et devenait comme de la farine de terre. Bawemdé, au comble de l'étonnement, observa ce phénomène extraordinaire. En effet, que peut-il y avoir de plus étrange que des œufs d'araignée, symbole même de la faiblesse et de la fragilité, en train d'écraser des pierres? Une grosse araignée noire suspendue à un arbre par un fil invisible de sa fabrication dit au voyageur « Bonhomme, d'où viens-tu et où vas-tu ? Je viens du pays de Eli et Yoyo et je me dirige vers Weli Weli, la cité magique de Njedo Dewal. »« Et que vas-tu chercher à Weli Weli ? » ?»« Je cherche Siré, un grand sourd muet borgne, frère d'Abdou, le petit bossu borgne boiteux cagneux. »« Prends une provision de mes œufs, dit alors l'araignée, et emporte-les avec toi. Un jour difficile, leur pouvoir te servira à quelque chose. » Bawemdé ne se le fit pas dire deux fois. Il ramassa une bonne provision d'œufs, les enveloppa et les mit dans son sac. Il possédait maintenant dans sa gibecière 7 choses insolites. Des excréments de sauterelles, surprises dans leur sarabande mystérieuse, un tesson de carapace de tortue,
contenant un peu de terre de glaise, un peu d'humeur séchée provenant des yeux d'un vieux chien malade mêlé à de l'antimoine amer, une pierre miraculeuse vomie par un crapaud, un fruit jaune et mûr de Fodji offert par un porc-épic difforme, un crâne nu sorti d'un fruit de baobab, et enfin, des œufs casse-pierre offerts par une mère araignée. Oui, voilà 7 choses plus ou moins extraordinaires qui se trouvaient dans le sac de Bawemde qu'il portait en bandoulière. Continuant sa marche, Bawemde déboucha sur une plaine qui ressemblait à une immense futaie. Mais au lieu d'être hérissée de grands arbres, elle était plantée de pitons rocheux, étroits et pointus comme des aiguilles, qui semblaient vouloir transpercer la nue. Sur chaque pointe, une aigrette se tenait sur une patte, scrutant l'horizon d'un air méditatif. Certaines étaient de couleur cendrée, d'autres d'une teinte pourprée, d'autres encore d'une blancheur éclatante. Le faisceau de plumes qui ornait leur tête était lisse, lisse comme de la soie et brillant comme une pierre précieuse. À chaque brin de duvet, qui garnissait leur jabot ou leur flanc pendait une perle qui aurait pu servir de dot à une reine. À la vue de Bawemde, toutes les aigrettes déployèrent leurs ailes et s'écrièrent: Salut, Bawemde, salut, salut, et encore salut à Bawemde, le conducteur de Kobo. Mais oh, Bawemde, où t'en vas-tu comme cela? Oh, aigrette du village des aigrettes, répondit Bawemde. Je vais à Weli Weli, la cité de Njedo Dewal. Bawemde, ah, s'exclamèrent les gracieux volatiles. Alors tu vas vers la mort, car Njedo Dewal badine avec la vie des Jouvenceaux. Maintenant tu n'es plus très loin de ton but. Non loin de là, nichant sur quelques pitons, des cigognes noires au ventre blanc étaient occupées à gaver de vipères et de rats leurs cigogneaux au duvet semblable à des brins de paille. Quand elles entendirent Bawemde déclarer qu'il se rendait à Weli Weli, elles claquèrent du bec. Qu'est-ce donc qui t'est passé en travers de la gorge et te fait désirer la mort, dirent-elles. Car aller chez Njedo Dewal la méchante, c'est aller vers une mort certaine. Pour toute réponse, Bawemde leur dit: Oh, cigogne de bon augure, indiquez-moi où se trouve Weli Weli, et pour le reste, que la volonté de Guéno soit faite. Weli Weli se trouve derrière une montagne située non loin d'ici, répondirent les oiseaux au long bec. Mais cette montagne, dont la crête effleure les nues, est une muraille infranchissable. Aussi, quand tu seras parvenu auprès d'elle, fouille dans ta besace et consulte le crâne qu'avaient consulté tes ancêtres. Il te dira ce qu'il faut faire pour triompher de cet obstacle. Bawemde remercia grandement les cigognes et poursuivit son chemin. Après quelques heures d'une marche facile, brusquement il se trouva au pied de la montagne muraille. Il sortit alors de sa besace le crâne parleur et le supplia. Ô crâne conseiller de mes ancêtres, je t'en conjure, au nom du baobab dans le fruit duquel je t'ai tiré, dis-moi ce que je dois faire pour pouvoir traverser cette muraille de pierre infranchissable. Cherche du bois de Foggy, répondit le crâne, et serre-t'en pour allumer un feu. Dès que tu auras obtenu des braises ardentes, place-les dans le tesson de carapace de tortue. Verse-y les excréments de sauterelle, brûle le tout, et tu verras ce que tu verras. Bawemde partit à la recherche de bois de Foggy. Il trouva assez rapidement un pied de cet arbuste entouré de quelques branches mortes. Il les cassa, les rassembla, et avec son silex, enfin, enflamma le bois sec. En peu de temps, il obtint les braises nécessaires. Ouvrant son sac, il en sortit le tesson de carapace de tortue et les excréments de sauterelle.
Il mit les braises ardentes dans le tesson et y jeta les excréments desséchés qui s'enflammèrent. Il s'en dégagea une fumée blanchâtre qui monta droit dans l'air, s'épaissit, se solidifia et s'arrondit à son extrémité comme une barre à mine. Cette énorme barre miraculeuse se mit à cogner avec force sur la muraille pierreuse. Après plusieurs coups, elle y perça une ouverture assez large pour laisser passer Bawemde et son mouton, qui s'y engagèrent aussitôt. La galerie souterraine, ainsi ouverte, longue et obscure, mais en fait, sa traversée demanda plus de temps que d'efforts aux deux voyageurs. Eh bien voilà les amis, nous terminons sur cette partie. Donc Bawemde est arrivé à son but, ou en tout cas il n'en est pas loin. Donc il se dirige vers Weli Weli. Alors, je pense que je vais refaire un live vraiment dans pas longtemps. Je sais pas, peut-être demain, histoire d'accélérer un peu sur l'histoire. Voilà, peut-être demain je ferai un nouveau live. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, je ferai une annonce avant, donc restez connectés et vous pourrez voir l'annonce. Donc voilà les amis, en tout cas merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont suivi l'histoire. J'espère que cette histoire vous plaît. Parce que on a encore quelques petites parties à lire quand même et c'est vraiment une histoire comment dirais-je basée beaucoup sur parce que ces animaux là lui ont donné plein d'éléments en fait qui sont comme des sortes voilà d'outils ou d'éléments qu'il va utiliser dans son voyage pour faire entre guillemets comment dirais-je des pouvoirs qui vont lui donner des pouvoirs magiques qui vont lui permettre de justement être armé mystiquement pour affronter par la suite Njedo Dewal. Et ces pouvoirs magiques là qui lui ont été donnés par les animaux en comment dirais-je en récompense ou en remerciement du fait que Bawemde les ait aidés, en fait, les ait aidés par le passé. Et donc, on peut voir ici qu'en réalité, c'est le cœur blanc de Bawemde, c'est là qu'en fait que se trouve la source de son pouvoir, et très certainement du pouvoir qui va lui permettre de défaire Njedo Dewal. Puisque bon, c'est un peu les deux opposés. Njedo Dewal, c'est vraiment le côté obscur, voilà, de la force entre guillemets, et Bawemde, c'est vraiment le côté blanc. Voilà, c'est le cœur blanc, c'est l'honnêteté, la gentillesse, la compassion, le courage, l'intégrité. Voilà, c'est toutes ces qualités là, et on voit que au plan mystique quelque part, ce qui nous est révélé au travers de ce récit pour le moment, c'est que dans l'invisible, voilà, c'est de ça dont il s'agit en fait. C'est une lutte constante entre les forces du bien et les forces du mal. Donc ne vous inquiétez pas les amis, ne soyez pas découragés quoi qu'il arrive, continuez d'avancer, n'écoutez pas les gens qui médisent sur vous ou qui ne croient pas en vous. L'important c'est que vous croyez en vous-même et chaque chose a son temps. Ne soyez pas impatients. Voilà, continuez d'avancer petit à petit chaque jour, même si les résultats ne viennent pas tout de suite. Sachez que chaque action que vous avez posée, chaque pas que vous avez effectué, vous approche du but et vous fait avancer sur le chemin. Donc voilà un peu les amis. Vraiment, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très 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 bientôt là cette semaine, soit demain ou après-demain, je vais continuer à refaire un nouveau live parce que moi-même je découvre l'histoire avec vous et ça me passionne bien. J'ai bien envie de savoir la suite. Donc je vous dis soit à demain, soit à vendredi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant. Passez une bonne nuit et je vous souhaite une très bonne journée de demain. Merci.